Je m'appelle Élie Mercé, et j'avais 33 ans le jour où mon propre père s'est moqué de moi, dans le bureau d'un avocat. Nous étions là pour la lecture du testament de mon grand-père. L'avocat s'est éclairci la gorge, m'a regardé, et a annoncé que j'héritais de la maison sur Sycamore Road, ainsi que de 10 €. La pièce a explosé. Mon père s'est adossé à sa chaise, arborant un large sourire, et l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu as perdu ton temps avec un vieil homme fauché. Maintenant, tu te retrouves avec un tas de ferraille. Je n'ai pas protesté. J'ai souri, j'ai ramassé le billet usé qu'ils avaient fait glisser sur la table, et je suis sorti. Ce qu'aucun d'entre eux ne comprenait, c'était que ce billet portait un numéro. Mon grand-père avait passé toute mon enfance à m'apprendre à lire des chiffres de ce genre. 48 heures plus tard, je savais exactement ce qu'ils avaient fait. Le bureau appartenait à Howard Puy, qui gérait les affaires de la famille Mercé depuis 30 ans. Il avait une façon bien à lui de lire les documents légaux, comme s'il s'en excusait. Mon oncle Curtis était assis près de la fenêtre, dans un costume gris impeccable, aussi calme qu'un homme qui connaît déjà la fin de l'histoire. Sa femme, Brenda, n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Mes deux cousins avaient pris les meilleurs fauteuils. Mon père, Raymond, s'était installé en bout de table, comme si cette place lui revenait de droit. Moi, j'étais assise près de la porte. Puis a commencé par le magasin. Curtis conserverait le contrôle opérationnel de Mercé Hardware and Supply. Raymond, lui, recevrait les comptes en banque. Les cousins ont chacun obtenu une petite somme. Ensuite, Puis est arrivé à mon nom, et sa voix a ralenti. À ma petite fille, Ellie. Je laisse la maison sur Sycamore Road, et 10 €. L'espace d'un instant, personne n'a parlé. Puis, Brenda a ri la première, un petit rire sec, et les autres ont suivi. Curtis n'a pas ri. Il m'observait. C'est le détail dont je me souviendrai plus tard. Puis a fait glisser une enveloppe à travers la table, et, à l'intérieur, se trouvait un unique billet de 10 €, doux comme du tissu, les coins arrondis à force d'avoir été manipulés. Mon père s'est essuyé les yeux, comme si toute cette situation était la meilleure blague qu'il ait entendue depuis des années. 10 balles et une ruine, a-t-il lancé. Il t'aimait vraiment, ma grande. Je tenais le billet, et je sentais à quel point il était fin, à quel point il était délibérément vieux. Mon grand-père gardait les billets neufs pour les courses, et les anciens pour les leçons. Il ne m'avait jamais tendu un billet usé par accident. Alors, je me suis posé la seule question qui comptait, dans cette pièce pleine de rire. Pourquoi un homme, qui étiquetait chaque vis dans son atelier, me laisserait-il exactement ceci, et rien d'autre? J'ai mis l'enveloppe dans mon manteau, j'ai remercié puis, et je me suis levé. Personne n'a remarqué que je n'étais pas contrarié. En ville, les gens me connaissaient comme la fille discrète de la bibliothèque. Je dirigeais l'antenne de la 3e rue, je rangeais les retours, j'aidais les retraités avec leur formulaire d'impôt, et je déjeunais à mon bureau. J'aimais l'ordre. J'appréciais les systèmes qui révèlent la vérité, à condition de les suivre jusqu'au bout. Au cours des 5 dernières années de la vie de Walter, j'étais aussi celle qui répondait toujours présent. Je le conduisais chez son cardiologue, le 2e mardi de chaque mois. Je remplissais son pilulier, le dimanche. Je restais assise avec lui, pendant que le reste de la famille était toujours, d'une manière ou d'une autre, trop occupé. Cela ne m'a jamais dérangé. C'était ma faiblesse, si l'on peut appeler ça ainsi. Je portais des fardeaux que personne ne m'avait demandé de porter, car les déposer m'aurait donné l'impression d'abandonner. Mon grand-père comprenait ce trait de caractère chez moi, mieux que quiconque. Quand j'avais 8 ans, il avait l'habitude de cacher une pièce de monnaie quelque part dans la maison, et de me laisser une série de chiffres sur un bloc-notes. Compte avec soin, disait-il en tapotant la page. Les nombres n'étaient jamais choisis au hasard. Ils représentaient une rangée, une page dans un livre, un carreau à partir de l'angle, ou encore un tiroir en partant de la gauche. Il m'a fallu tout un été pour assimiler ces schémas. Après cela, je pouvais le déchiffrer comme une carte. La famille pensait que c'était un jeu idiot, inventé par un vieil homme pour amuser une enfant solitaire. Pour moi, c'était la première véritable conversation que j'avais jamais eue, avec quelqu'un qui me considérait comme intelligente. Donc, quand mon père a qualifié mon héritage de tas de ferraille, je ne me suis pas senti rabaissé. J'ai caressé les bords usés de ce billet de 10 € dans ma poche, et j'ai repensé à un homme, qui ne m'avait jamais donné un chiffre qui ne mène nulle part. Les rires, dans ce bureau,
prenaient tout leur sens, une fois que l'on comprenait ce que ma famille pensait de Walter. Il avait ouvert Mercer Hardware en 1968, avec un prêt et une poignée de main. Pendant des décennies, c'était l'endroit où chaque entrepreneur du comté achetait ses clous, et où chaque enfant achetait son premier canif. Puis, mon père et mon oncle ont grandi, ont rejoint l'entreprise, et ont décidé que le vieil homme la freinait. Ils l'ont modernisée. Ils ont ajouté une deuxième caisse, une ligne de crédit, ainsi qu'un bureau administratif avec un ordinateur, que Walter n'a jamais touché. Lentement, ils l'ont relégué au comptoir d'accueil, puis sur un tabouret près de la porte, et enfin, à la maison. Au moment où j'étais à l'université, la légende familiale était déjà bien établie. Walter avait été un homme bien, mais un piètre homme d'affaires. Il avait laissé le magasin péricliter, n'avait jamais économisé, jamais investi, et mourait sans un sou. Raymond le répétait si souvent que c'était devenu parole d'évangile. Papa est plein de bonnes intentions, disait-il, mais il serait incapable de gérer un stand de limonade. J'y ai cru, moi aussi, pendant un certain temps. Et pourquoi ne l'aurais-je pas fait? L'homme conduisait un vieux camion de 15 ans, et découpait des bons de réduction. Mais il y avait un détail qui clochait. Walter était la personne la plus méticuleuse que j'ai jamais rencontrée. Il équilibrait son carnet de chèques au centime près. Il conservait ses reçus par ordre chronologique, en remontant jusqu'à l'administration Nixon. Un homme de cette trempe ne perd pas la trace de son argent par accident. Une fois, vers la fin, il m'a tenu la main sur le porche, et a prononcé une phrase que j'ai mémorisée, sans vraiment la comprendre. Le magasin n'a jamais été le but final, Ellie. Je pensais qu'il faisait preuve de sentimentalisme. Maintenant, j'avais une maison remplie de son ordre méticuleux, ainsi qu'un billet usé dans la poche, et je commençais à me demander quel était, en réalité, ce fameux but. Le magasin était leur joyau. Il s'est avéré que c'était aussi leur alibi. Je me suis rendu à la maison de Sycamore, 2 jours après les funérailles. Elle se trouvait à la périphérie de la ville, à 15 minutes de mon appartement, sur une route qui se transformait en gravier vers la fin. De l'extérieur, mon père n'avait pas tort. Le porche s'affaissait dans un coin. Les gouttières avaient rendu l'âme. Un volet pendait de travers, comme une dent déchaussée. Quiconque jetait un coup d'œil depuis la route verrait une ruine, et passerait son chemin. Je suis entré avec la clé que Puy m'avait donnée, et l'odeur m'a frappé en premier. Le cèdre et l'huile de machine, l'odeur exacte des mains de mon grand-père. L'espace d'une seconde, j'avais de nouveau 8 ans, debout dans son atelier, pendant qu'il affûtait un ciseau à bois. Ensuite, j'ai regardé autour de moi, et le paradoxe s'est imposé. La maison tombait en ruine à l'extérieur, mais était parfaitement ordonnée à l'intérieur. Chaque livre sur l'étagère était classé par ordre alphabétique. Les tiroirs de la cuisine étaient étiquetés, avec son écriture en petites lettres d'imprimerie. Les placards contenaient des chemises rangées par couleur, puis par âge. Ce n'était pas la maison d'un homme qui avait baissé les bras. C'était la maison d'un homme qui se souciait de tout, mais qui voulait donner l'illusion du contraire. J'ai parcouru la pièce lentement, de la même manière que je parcourais les rayons à la fermeture, vérifiant que chaque chose était à sa place. Rien n'était poussiéreux. Rien n'était laissé au hasard. Sur le mur, près de la porte de derrière, était accroché un calendrier du quincaillier, vieux de 2 ans. Chaque rendez-vous médical y était noté de sa main, y compris ceux où je l'avais conduit. Il avait gardé une trace de ma présence. Je suis resté là, plus longtemps que prévu. Une ruine, disait mon père. Mais on n'étiquette pas chaque tiroir dans une maison que l'on a abandonnée. On les étiquette parce qu'on s'attend à ce que quelqu'un vienne chercher. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine, et j'ai sorti le billet. Je l'ai lissé à plat sous la lampe, et j'ai examiné le numéro de série, d'une manière que je m'étais refusé dans le bureau de l'avocat. La série de lettres et de chiffres courait le long du coin inférieur, et au moment où je l'ai lu, quelque chose de très ancien s'est réveillé en moi. Le groupement ne correspondait pas à un billet aléatoire. Les jeux de nombres de Walter commençaient toujours de la même façon, 2 lettres qui désignaient une catégorie, puis des chiffres qui indiquaient un emplacement. Je l'ai lu à nouveau. Les premières lettres correspondaient à un code que nous utilisions pour l'atelier. Les chiffres se divisaient proprement en 2 courtes séries, comme le ferait un numéro de tiroir, et un numéro de rangée. Mes mains sont devenues glacées, non par peur, mais par reconnaissance. Il ne m'avait pas laissé 10 €. Il m'avait laissé une instruction. J'ai trouvé un crayon,
j'ai copié le numéro au dos d'un reçu de bibliothèque, puis je l'ai décomposé, comme il me l'avait enseigné. Les lettres d'abord, puis la série longue, ensuite la série courte. Cela pointait vers l'atelier, et, à l'intérieur de cet atelier, vers quelque chose qui se comptait à partir d'un angle. Je n'y suis pas allé ce soir-là. Je suis resté assise avec ça, tournant le billet entre mes doigts, entendant sa voix aussi clairement que s'il était assis de l'autre côté de la table. Compte avec soin. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais pensé que c'était simplement sa façon de dire « sois patiente ». Maintenant, je comprenais qu'il s'agissait d'un ensemble littéral de directives, ayant attendu 25 ans, pour la seule personne qui avait pris la peine d'apprendre cette langue. La pièce dans laquelle ils avaient ri m'est revenue en mémoire. Le grand sourire de mon père, le rire sec de Brenda, Curtis qui m'observait. Il pensait que la blague, c'était que je n'avais rien reçu. La vraie blague, c'était que j'étais la seule à qui il avait tout confié. Mon père a appelé le lendemain matin, avant même que j'aie terminé mon café. Il a passé les salutations. J'ai réfléchi à cette maison, a-t-il dit, d'un ton amical qui dissimule toujours un piège. C'est un fardeau. L'électricité est défectueuse, il y a de la moisissure, la totale. Si tu t'y accroches, tu paieras des impôts sur une ruine pendant des années. J'ai répondu que je n'avais encore rien décidé. Eh bien, ne réfléchis pas trop, a-t-il insisté. Je connais un promoteur. Offre en espèces, conclusion rapide, il te soulage de ce casse-tête. Tu signes, et tu t'en sors les mains propres. Le voilà, l'empressement. Mon père n'avait jamais agi rapidement pour m'aider, en quoi que ce soit. Maintenant, il voulait que je signe des papiers, avant même que la succession ne soit officiellement réglée. Je ne suis pas quelqu'un de dramatique, mais je suis prudente, et les personnes prudentes remarquent quand quelqu'un est soudainement pressé. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours, quand quelque chose cloche. J'ai posé une question. Pourquoi est-il si pressé pour un endroit qui tombe en ruine? Il y a eu un petit silence, le genre de silence qui s'entend. Il revend des terrains, a répondu mon père. Ne rends pas les choses bizarres, Ellie. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, j'ai raccroché, et j'ai fait 3 choses. J'ai photographié chaque pièce de la maison. J'ai appelé le cabinet depuis, pour confirmer les délais de succession, apprenant qu'aucune vente ne pourrait être conclue avant des semaines. Et enfin, j'ai noté la date et l'heure de l'appel de mon père, dans le carnet que j'utilise pour tout répertorier. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais bibliothécaire. Quand un homme qui ne vous a jamais aidé commence à vous pousser à céder la seule chose dont il s'est moqué, vous ne signez pas. Vous commencez à monter un dossier. Brenda m'a envoyé un texto 1 heure plus tard, rempli de cœur et de sollicitude, me demandant si j'avais besoin d'aide pour nettoyer le « bazar » de grand-père. Je n'ai pas répondu. Ce bazar, commençais-je à penser, était justement tout l'enjeu. L'atelier se trouvait derrière la maison, un bâtiment bas, qui sentait encore plus fort le cèdre et l'huile. Walter l'avait construit lui-même. À l'intérieur, un mur entier était recouvert d'une grille de petits tiroirs en bois, chacun numéroté avec son écriture en lettres d'imprimerie, à la manière d'un ancien fichier de bibliothèque, avant que tout ne devienne numérique. Je me suis tenu devant, et j'ai relu mes notes au crayon. Les lettres du numéro de série désignaient ce mur. La longue série m'indiquait un tiroir précis. La série courte me donnait sa position à l'intérieur. J'ai compté avec soin, comme il me l'avait inculqué, et j'ai tiré le tiroir. À l'intérieur, sous un plateau de raccord en laiton, se trouvait un carnet avec un dos vert craquelé. Ce n'était pas un registre d'inventaire. La couverture était usée dans le coin, à l'endroit précis où le pouce vient se poser. Je l'ai soulevé, et un bout de papier plié est tombé d'entre les pages. Son écriture était indéniable, traçant la phrase qu'il m'avait répétée une centaine de fois. Les choses bon marché cachent la vérité. Compte avec soin. Je l'ai lu 2 fois, puis je me suis assise sur son tabouret de travail, le registre vert posé sur mes genoux. Les premières pages ressemblaient à une comptabilité ordinaire. Des dates, des montants, de courtes notes. Mais plus je regardais, moins cela semblait ordinaire. Ce n'étaient pas les ventes du magasin. Les entrées retraçaient l'argent sortant des comptes, et non l'argent entrant. Chaque ligne comportait une date, un montant, et une paire d'initiales. Certaines de ces initiales étaient CM, d'autres étaient RM. Mon oncle, mon père. Je ne saisissais pas encore l'ensemble de la situation,
mais j'en comprenais assez pour sentir le sol se dérober sous mes pieds. Mon grand-père n'avait pas caché un registre de quincaillerie, dans un tiroir secret, derrière un code que moi seul pouvais déchiffrer. Il avait gardé autre chose. Il avait construit une piste de petits poussets, longue d'un quart de siècle, pour qu'un jour, sa petite fille méticuleuse la suive jusqu'ici, et ouvre exactement ce tiroir. Ce n'était pas un tas de ferraille. C'était la trace écrite de quelque chose. J'ai ramené le registre vers chez moi, et je l'ai étalé sur ma table de cuisine, sous un bon éclairage, de la même façon que je disposerais un livre endommagé avant de le restaurer. Je suis formé pour lire les documents qui refusent d'être lus, des fiches de prêt effacées, des dons tachés par l'eau, des notes en marge dans 3 langues différentes. Un registre fait main n'était pas un obstacle pour moi. J'ai commencé par séparer ce que je savais, de ce que j'ignorais. Les colonnes étaient constantes. Date, montant, une lettre de code, et ses initiales. Les dates s'étalaient sur 9 ans, s'arrêtant environ 1 an avant que Walter ne devienne trop malade pour écrire. Les montants n'étaient jamais ronds. C'est la première chose qui m'a dérangé. Les vraies dépenses sont souvent rondes, un forfait, un paiement net. Celle-ci était dentelée, spécifique, le genre de chiffre que l'on obtient lorsque l'on prélève un pourcentage sur une somme plus importante, en essayant de ne pas laisser de piste évidente. J'ai sorti mes propres notes, celles que j'avais prises en aidant Walter avec ses opérations bancaires lors de ces dernières années, et je les ai posées à côté du registre. Les chiffres officiels du magasin, ceux dont la famille se vantait, racontaient l'histoire d'une entreprise en pleine santé. Le registre privé de Walter, lui, racontait une toute autre histoire. L'argent quittait les comptes que les registres officiels ne mentionnaient jamais. 2 séries de chiffres pour la même entreprise, et une seule correspondait à la réalité. Je me suis adossé à ma chaise. Mon grand-père, cet homme qu'il qualifiait de mauvais homme d'affaires, avait discrètement tenu un registre parallèle de l'argent de sa propre société, pendant près d'une décennie. Il n'était pas mauvais avec les chiffres. Il était bien meilleur que tous. Il avait simplement cessé d'en parler, car, à un moment donné, il s'était rendu compte que les personnes qui le volaient étaient celles qui s'asseyaient à sa propre table. La question qui m'empêchait de dormir n'était pas de savoir si quelque chose clochait. C'était de savoir depuis combien de temps mon grand-père était au courant, et pourquoi il avait attendu d'être parti pour agir. Au cours de la semaine suivante, j'ai traité ce registre comme un véritable projet de recherche. C'est la partie dont personne dans ma famille ne m'aurait cru capable, et c'est exactement la raison pour laquelle Walter m'avait choisi. Il voyait une femme qui tamponnait des livres. Je voyais un problème, avec une solution que l'on pouvait trouver. J'ai croisé les dates du registre vert avec tout ce que je pouvais légalement obtenir, les dossiers commerciaux du comté, les privilèges publics, la liste des fournisseurs du magasin, que je connaissais par cœur, pour avoir entendu Walter la réciter pendant des années. Là où les registres officiels montraient un paiement à un fournisseur, le registre vert affichait parfois un second retrait, plus modeste, quelques jours plus tard, marqué d'initiales. Le schéma était patient, et ignoble. Pour presque chaque transaction légitime, une petite part avait été prélevée, et redirigée ailleurs. Prise isolément, n'importe quelle ligne pouvait être justifiée, une erreur de petite caisse, une entrée en double. Mais le schéma se maintenait sur 9 ans, avec 2 écritures différentes qui n'étaient pas celles de Walter. Et les schémas, eux, ne mentent pas comme le font les gens. J'ai commencé à construire une chronologie sur des fiches, une fiche par entrée suspecte, épinglée sur le mur de mon salon comme un tableau d'enquête. Le vendredi, le mur était plein, et la forme que cela prenait était sans équivoque. Il ne s'agissait pas d'un vieil homme en difficulté perdant de l'argent. C'était une hémorragie constante, délibérée, en cours depuis des années, dissimulée au sein d'une entreprise que tout le monde vantait. Et l'homme qui l'avait remarqué en premier, qui avait tout documenté en code, avait confié l'ensemble à la seule personne que personne ne soupçonnerait d'être dangereuse. J'ai regardé ce mur de fiches, et j'ai ressenti quelque chose dont je n'étais pas fier. Pas du chagrin, ni même de la colère pour le moment, mais quelque chose de plus froid et de plus constant. Je me sentais comme une bibliothécaire, qui a enfin trouvé le volume manquant, et qui sait exactement de quelle étagère il a été volé. Curtis est venu à la maison de Sycamore un dimanche, sans y être invité. J'ai entendu sa berline sur le gravier, et je suis allé à sa rencontre sur le porche, avant qu'il ne puisse entrer. Il a souri, du même sourire que lors de la lecture du testament. Calme, avec une pointe de pitié pour moi. « Je viens juste prendre de tes nouvelles » a-t-il dit. « Gros travail de vider tout ça.
Tu ne devrais pas avoir à le faire toute seule. Ses yeux n'étaient pas fixés sur moi. Il glissait au-delà de mon épaule, vers l'intérieur de la maison, scrutant le salon, le couloir, et la porte arrière qui menait vers l'atelier. Je gère la situation, ai-je répondu. Il a hoché la tête lentement. Tu sais, ton père a raison au sujet du promoteur. Cet endroit est plein de vieilleries. C'est facile de s'attacher à des choses qui n'ont aucune importance. Il a laissé cette phrase flotter en l'air. Je ne voudrais pas que tu perdes des semaines à fouiller dans le bazar d'un vieil homme, pour n'y trouver que du chagrin. J'ai gardé mon visage tel que je le garde au bureau de la bibliothèque, quand quelqu'un ment sur ses retards de restitution. Aimable, indéchiffrable. J'apprécie ton inquiétude, ai-je dit. Il m'a regardé un instant de plus que ce que la politesse exigeait, puis a tapoté la rambarde du Porsche, comme s'il disait au revoir à la maison, plutôt qu'à moi. Fais-moi signe si tu changes d'avis. J'ai regardé sa voiture jusqu'à ce que la poussière retombe sur le gravier. Voici ce que j'ai compris. Debout sur ce Porsche affaissé, mon oncle n'avait pas conduit 15 minutes, un dimanche, pour réconforter sa nièce en deuil. Il était venu pour découvrir ce que j'avais trouvé. Le mot « ferraille » était très employé dans cette famille dernièrement. Toujours par les deux mêmes bouches, toujours dirigé vers la même maison. Les gens ne cessent de vous répéter qu'une chose est sans valeur, que s'ils sont effrayés par ce qu'elle vaut réellement. Je me fais souvent demander pourquoi je n'ai pas simplement vendu la maison, pour repartir avec l'argent. Parce que mon grand-père n'aurait pas caché un registre, dans un endroit où une personne paresseuse irait chercher. Il l'avait caché là où seule une personne qui se souciait assez pour compter le trouverait. Si vous avez déjà été celui ou celle qui répond présent quand personne d'autre ne le fait, abonnez-vous. Cette histoire est pour vous. Je suis retourné au tiroir après le départ de Curtis, car maintenant, j'étais certaine qu'il y avait autre chose. J'ai déduit une nouvelle logique de numéro de série, à partir de la première page du registre, où Walter avait écrit une unique ligne pâle au crayon, dans la marge. Elle pointait vers un autre tiroir, situé bas sur le mur, près du sol. J'ai compté avec soin, et je l'ai ouvert. Sous un plateau de mèche de perceuse se trouvait une boîte plate en métal, et, à l'intérieur, enveloppée dans du tissu, une carte que je n'avais jamais vue de ma vie. C'était une carte d'identité fédérale, vieille de plusieurs décennies, montrant le visage sans sourire d'un Walter plus jeune. Le nom de l'agence était évocateur, même pour quelqu'un qui ne la connaissait que par les livres d'histoire. En dessous, dans une enveloppe séparée, se trouvaient des lettres de félicitations, le genre de lettres rédigées dans ce langage administratif prudent, qui en dit long tout en disant très peu. Pendant la majeure partie de sa vie active, mon grand-père n'avait pas été un simple auditeur itinérant pour une société de fourniture, comme la famille l'avait toujours prétendu, avant l'ouverture du magasin. Il avait passé ses années à travailler discrètement pour le gouvernement, faisant le genre de travail où l'on apprend à tout documenter, et à ne faire confiance à aucun compte-rendu, si ce n'est le sien. Je me suis assise sur le sol de l'atelier, la boîte en métal sur les genoux, et tout l'homme s'est reconstruit dans mon esprit. Les tiroirs étiquetés, le chéquier précis au centime près, les jeux de nombres, le registre parallèle tenu en code. Ce n'était pas l'excentricité d'un vieil homme solitaire. C'était un entraînement professionnel. Il avait bâti sa vie sur un principe, la vérité ne survit que si quelqu'un l'écrit, à un endroit où elle ne peut être effacée. Et quand il a vu ses propres fils piller silencieusement ce qu'il avait construit, il ne les a pas confrontés, il n'a pas crié. Il a fait la seule chose qu'il savait faire. Il a ouvert une page vierge, a pris un crayon, et a commencé à tenir un registre. Un nom revenait sans cesse dans les marges du registre, H. Coyle. Il apparaissait à côté de quelques entrées vers la fin, toujours accompagné d'une petite étoile. Je connaissais ce nom. Henry Coyle avait dirigé l'ancienne caisse d'épargne sur Main Street avant qu'elle ne change de main, et lui et Walter étaient amis depuis avant ma naissance. Il approchait maintenant les 80 ans, vivant au-dessus de ce qui était autrefois son agence. Je lui ai apporté un café, et je me suis assise dans son salon encombré. Quand j'ai mentionné le registre vert, son visage a changé. Il a posé sa tasse avec précaution. Je me demandais si tu viendrais, a-t-il dit. Walter m'avait prévenu que l'un d'entre vous le ferait peut-être. Il a été très précis, ce serait celui qui poserait la bonne question, et non celui qui aurait le plus besoin d'argent. Je lui ai demandé quelle était cette bonne question. Henry a souri, d'un air triste et fatigué. Tu viens de la poser, en apportant ce livre ici. Il m'a raconté lentement que Walter savait, depuis des années,
ce que faisaient ses fils. Qu'il était venu voir Henri, non pas pour y mettre un terme dans la précipitation, mais pour s'assurer que, le moment venu, les preuves seraient claires, traçables, et impossibles à balayer comme s'il s'agissait de la confusion d'un vieil homme. Il avait même choisi le billet lui-même, m'a confié Henri, triant une liasse de billets de 10, jusqu'à ce qu'il trouve un numéro de série dont les lettres et les chiffres correspondaient au jeu de calcul qu'il m'avait inculqué depuis mon enfance. Ensuite, il l'avait laissé sceller chez l'avocat, avec des instructions écrites pour qu'il me soit remis en main propre, et à personne d'autre. Il ne voulait pas de vengeance, a déclaré Henri. Il n'arrêtait pas de me répéter ce mot. Il disait qu'il voulait un dossier écrit. Il disait que ceux qui crient le plus fort gagnent toujours la dispute, mais que ceux qui sont méticuleux gagnent le procès. Henri m'a regardé par-dessus ses lunettes. Il t'a laissé quelque chose à la banque, Ellie. Il l'a laissé là où seul le numéro sur ce billet pouvait y mener. Je n'ai pas le droit de te le remettre directement. Mais si tu m'apportes le bon numéro, je suis autorisé à t'y conduire. J'ai senti le billet usé dans ma poche, comme s'il avait gagné en poids. Compte avec soin, ai-je murmuré. Henri a hoché la tête. Il m'avait dit que tu dirais ça. Avant la banque, il y avait un dernier tiroir. Les mots de Henri m'ont renvoyé à l'atelier avec un regard neuf, et je l'ai trouvé là où Walter aurait voulu que la personne la plus patiente cherche en dernier, derrière le tiroir du registre vert, dans un faux fond que j'avais manqué, parce que j'avais arrêté de compter une position trop tôt. À l'intérieur, il y avait une enveloppe scellée, portant mon nom en lettres d'imprimerie, et en dessous, une fine liasse de relevés bancaires, maintenus ensemble par un trombone devenu orange avec le temps. J'ai d'abord ouvert les relevés, car j'avais besoin que mes mains s'occupent pendant que mon cœur rattrapait son retard. C'étaient les comptes personnels de Walter, ceux que je l'avais aidé à lire au cours de ces dernières années, quand sa vue déclinait. Et là, noir sur blanc, figuraient des retraits que je n'avais jamais autorisés, et qu'il n'avait jamais effectués. Des transferts sortants, signés d'une écriture qui ressemblait presque à la sienne, mais pas tout à fait, datés des mois où il pouvait à peine tenir un stylo. Mon oncle et mon père ne s'étaient pas contentés de détourner l'argent de l'entreprise. Vers la fin, quand Walter était au plus faible, ils avaient puisé dans ses propres comptes, volant l'homme directement, et imitant la signature de quelqu'un de trop malade pour les arrêter. Il a fallu que je pose les papiers, pour reprendre mon souffle. Ensuite, j'ai ouvert la lettre. Elle était courte. À son image, chaque mot avait un poids immense. Il écrivait qu'il était désolé de me laisser un combat, plutôt qu'un cadeau. Il écrivait qu'il m'avait vu répondre présent chaque dimanche, et qu'il savait que j'étais la seule de la famille à comprendre que l'amour, c'est surtout prêter attention à l'autre. Il écrivait que le billet de 10 € était la clé d'un coffre dans l'ancienne banque de Henri, que le numéro m'indiquait lequel, et que tout ce dont j'avais besoin pour terminer ce qu'il avait commencé m'y attendait. Et tout en bas, souligné une fois, il avait écrit cette phrase, que je porterai avec moi dans chaque pièce où j'entrerai par la suite, les choses bon marché cachent la vérité. Compte avec soin. Tu as toujours su le faire. Je suis restée assise dans son atelier, dans cette odeur de cèdre et d'huile, et j'ai cessé d'être une petite fille triant des vieilleries. Je suis devenue la gardienne des archives. J'ai relu la lettre ce soir-là, puis une troisième fois, jusqu'à l'entendre plutôt que de la voir. Les gens supposent qu'un tel moment vous emplit de rage. Et j'ai attendu cette rage, car cela aurait été plus simple. Elle n'est pas venue comme je m'y attendais. Ce qui m'a envahi à la place, c'est une lucidité étrange, d'une grande stabilité. Mon grand-père m'avait transmis la leçon de toute sa vie, pliée dans une seule instruction. Il aurait pu incendier la famille depuis son lit de mort. Il aurait pu appeler un avocat, faire un scandale, et regarder ses fils brûler pendant qu'il était encore en vie pour en profiter. Il ne l'a pas fait. Et j'ai enfin compris pourquoi. Un esclandre s'estompe. Une confrontation devient la parole d'une personne contre celle d'une autre. Il avait vécu une vie où les accusations bruyantes mouraient dans le vacarme, et où seuls les documents survivaient. Il a donc choisi la méthode lente, silencieuse, indestructible. Il a choisi d'avoir raison sur le papier, d'une manière qu'aucun sourire narquois ou déni ne pourrait jamais effacer. Et c'est moi qui l'a choisi pour porter cela. Non pas parce que la famille me devait quoi que ce soit, et non pas parce que j'avais besoin d'argent. Il m'a choisi parce que j'étais celle qui avait appris à compter avec soin, quand ce n'était encore qu'un jeu, entre un vieil homme et une enfant solitaire. J'ai regardé mon mur de fiches, le registre vert, les relevés falsifiés, et la lettre. J'ai repensé au sourire de mon père dans ce bureau, au petit rire sec de Brenda,
et à Curtis, qui m'observait avec ses yeux si calculateurs. Je n'allais pas leur hurler dessus. Je n'allais pas les enregistrer, les piéger, ou m'abaisser à leur niveau de volume sonore. J'allais faire exactement ce que Walter m'avait appris. J'allais rassembler chaque page, la remettre entre les mains de personnes dont le métier est d'établir la vérité, et laisser le dossier parler de lui-même, dans une pièce où personne ne pourrait rire pour le faire disparaître. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un audit. J'ai retrouvé Henri à la banque, un mardi matin, pour un rendez-vous qu'il m'avait aidé à fixer. Ce n'était jamais aussi simple que d'entrer avec un numéro. Walter avait enregistré le coffre des années auparavant, et m'avait désigné par écrit comme la personne y ayant droit après sa mort. Les documents de succession issus de la lecture du testament, ainsi que ma propre pièce d'identité, sont ceux qui les a réellement persuadés de l'ouvrir. Le numéro de série n'avait jamais été la clé. C'était la carte. Une fois que le directeur a confirmé mon identité, le billet m'a indiqué quel coffre, parmi des centaines, était le sien. Les lettres nommaient la rangée, la série longue désignait le tiroir, et la série courte correspondait à une note que Walter avait laissée dans le dossier. Tout correspondait. Le tiroir a glissé, long et lourd. À l'intérieur se trouvait le reste, et le reste, section tout le puzzle réuni. Des années de relevés bancaires, organisés par compte. Un deuxième jeu de livres comptables pour le magasin, le vrai, conservé à côté du faux, pour que la différence saute aux yeux. Des photocopies de chèques, avec les signatures falsifiées placées à côté d'authentiques pour comparaison, et un index dactylographié, dans le vocabulaire précis de Walter, expliquant ce que chaque document prouvait, et comment il se connectait au suivant. Il ne m'avait pas laissé un tas d'indices. Il m'avait laissé un dossier complet, assemblé par un homme qui avait passé sa carrière à apprendre comment les preuves devaient être construites, pour survivre au contact de personnes qui mentent pour gagner leur vie. Je me tenais là, la main à plat sur la pile, et j'ai senti la dernière pièce s'emboîter. Le numéro de série sur un billet de 10 €, la blague de la lecture du testament, la chose dont il s'était moqué, m'avait mené exactement comme il l'avait prévu, vers un tiroir contenant la preuve de tout ce qu'ils avaient volé. Henri m'observait en silence. Il avait l'habitude de dire que tu saurais quoi en faire, a-t-il déclaré. Je savais quoi en faire, en effet. Je n'allais affronter personne. J'allais apporter cela aux seules personnes capables de transformer des archives en un véritable jugement. J'ai besoin d'un expert comptable judiciaire, ai-je dit. Et ensuite, j'aurai besoin d'un procureur. Henri a hoché la tête. Il avait dit que tu dirais ça aussi. Mon père a découvert que j'étais allé à la banque, de la même manière qu'il découvrait tout, par Brenda, et par l'arbre téléphonique de la famille. Il s'en est pris à moi de la seule façon qu'il connaissait, en public et bruyamment. Il a débarqué à la bibliothèque un mercredi après-midi, pendant l'heure du compte, avec une salle pleine de parents et d'enfants comme public. Il n'a pas crié, du moins pas au début. Il s'est appuyé sur mon bureau, et a dit, juste assez fort pour que sa voix porte, qu'il s'inquiétait pour moi. Que le chagrin faisait faire des choses étranges. Que je harcelais la famille, et manipulais un homme mourant depuis des mois. Une mère, près des livres d'images, a levé les yeux. C'est triste, a-t-il dit en secouant la tête à l'intention de l'assistance. Elle a poussé le vieil homme à changer des choses à la fin, quand il n'avait plus toute sa tête. Nous essayons d'être indulgents à ce sujet. C'était un beau travail de manipulation. Je lui accorde ça. En un seul mouvement, il s'était donné le rôle de l'homme patient, et m'avait relégué à celui de la comploteuse. L'histoire ferait le tour de la ville avant le dîner, la petite fille discrète de Walter, démasquée comme une opportuniste avide, qui s'était attaquée à un vieil homme confus. J'ai gardé une voix neutre. Tu devrais partir, papa. Il y a des enfants ici. Il a souri comme s'il avait gagné, s'est redressé, et m'a laissé debout devant mes collègues et les usagers, le visage brûlant. Pendant une horrible minute, j'ai eu envie de le poursuivre sur le parking, et de lui hurler la vérité dans le dos. Je ne l'ai pas fait. Je suis allé dans la salle de travail, j'ai fermé la porte, et j'ai noté la date, l'heure, les mots exacts qu'il avait employés, ainsi que les noms de 3 témoins. Il avait choisi son arme. Il m'humilierait en public, bruyamment, devant autant de monde que possible. J'avais déjà choisi la mienne. Je dirais la vérité silencieusement, sur papier, devant le seul public qui comptait. Ce soir-là, j'ai fait des copies de tout. Puis, j'ai fait des copies, et j'ai placé un jeu dans un sac ignifuge,
un autre dans un coffre personnel, et un dernier dans le coffre de ma voiture. De vieilles habitudes, héritées d'un grand-père qui m'avait appris que la vérité ne survit que si elle existe à plusieurs endroits. Je n'ai pas acheté de dictaphone. Je n'ai pas essayé de piéger mon père ou mon oncle, pour leur faire dire quelque chose au téléphone que je pourrais repasser plus tard. J'avais vu assez de gens perdre, en s'abaissant au jeu de l'adversaire. L'arme de ma famille, c'était le bruit. L'humiliation publique. Le bagout. Le mensonge assuré, répété jusqu'à ce qu'il ressemble à l'histoire officielle. Si je répondais au bruit par du bruit, la victoire reviendrait à celui dont la voix porte le plus loin, et cela avait toujours été eux. J'ai donc refusé le combat qu'ils voulaient, et j'ai choisi celui qu'ils ne pouvaient pas gagner. Je ne serais pas plus bruyante. Je serais mieux documentée. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau d'une experte comptable judiciaire, à 2 villes de là, quelqu'un que j'avais trouvé via la liste de recommandations du barreau du comté. Je voulais une professionnelle qui n'avait aucun lien avec quiconque portant le nom de Mercé. Elle s'appelait Paula Reyes, et avait passé 15 ans à reconstituer des délits financiers, pour exactement ce genre de situation. Je lui ai dit que j'avais 9 années de registres parallèles, des signatures falsifiées, et des relevés bancaires assemblés par la victime avant sa mort. Il y a eu un blanc au bout du fil, le bon genre de blanc, celui que fait un professionnel quand un appel banal devient sérieux. Apportez tout, a-t-elle répondu. Originaux et copies. Ne réorganisez rien. Je veux voir ça telle qu'il l'a laissé. J'ai raccroché, et j'ai senti la forme du chemin à venir. C'était lent. Ce n'était pas glamour. C'était exactement ce que Walter aurait fait. Paula Reyes a étalé les dossiers de Walter sur une table de conférence, et est restée silencieuse pendant un long moment. Je l'ai regardé lire comme je lisais, le doigt glissant le long d'une colonne, les yeux faisant la navette entre 2 pages, un petit carnet se remplissant de ses propres notes. Au bout d'1 heure, elle a levé les yeux. Votre grand-père, a-t-elle dit lentement, a fait environ 80% de mon travail à ma place avant de mourir. Elle m'a détaillé ce que montraient les documents. Les livres officiels du magasin rapportaient des revenus stables et sains, mais les relevés bancaires racontaient une histoire plus discrète. L'argent sortait par le biais de paiement aux fournisseurs qui étaient gonflés, puis partiellement redirigés vers des comptes n'appartenant pas à l'entreprise. Sur 9 ans, les montants détournés s'additionnaient pour atteindre un chiffre qui m'a retourné l'estomac, largement dans les 6 chiffres. Ensuite, il y avait les retraits personnels sur les propres comptes de Walter, lors de ces 2 dernières années, signés d'une écriture qui ne correspondait pas à ses signatures antérieures. Cette dernière partie est différente, a précisé Paula, en tapotant les chèques falsifiés. Voler une entreprise que l'on aide à diriger est une chose. Puiser directement dans les comptes personnels d'un homme âgé, en utilisant une signature falsifiée pendant qu'il est en incapacité, c'est une toute autre catégorie. Elle était prudente avec ses mots, comme le sont les experts honnêtes. Elle n'a pas dit que quelqu'un irait en prison. Elle a dit que la documentation était solide, qu'elle quantifiait clairement la perte, et que, selon la loi de l'Ohio, ce schéma pouvait soutenir à la fois un recouvrement civil par la succession, et un renvoi pour examen pénal. Pouvait, a-t-elle répété, en me regardant pour s'assurer que j'avais bien entendu. Je suis comptable, pas procureur, mais j'ai témoigné dans beaucoup d'affaires de ce genre, et je peux vous dire que la plupart des dossiers n'arrivent pas sur mon bureau aussi bien organisés. Il ne vous a pas laissé un bazar, mademoiselle Mercé. Il vous a laissé un dossier d'instruction. J'ai demandé ce qui venait ensuite. Elle a rebouché son stylo. Maintenant, nous rendons ça officiel. L'avocate vers laquelle Paula m'a dirigé s'appelait Grace Whitfield, et elle était spécialisée en droit des successions. La première chose qu'elle a faite a été de me freiner. J'étais arrivé prête à enterrer ma famille, et elle m'a forcé à prendre le temps de comprendre les règles. Tout ce que Walter avait documenté ne pouvait pas faire l'objet de poursuites, a-t-elle expliqué. Certains des détournements les plus anciens, datant des premières années du registre, pouvaient tomber en dehors du délai de prescription prévu par la loi. Il y a des limites de temps sur ces choses-là, et un avocat de la défense habile insisterait lourdement sur les entrées les plus anciennes. Cependant, le schéma était continu, et les actes les plus graves, à savoir les retraits falsifiés sur les comptes personnels de Walter, étaient assez récents et assez sévères pour être tout à fait d'actualité. La succession a qualité pour agir, a-t-elle déclaré. En tant qu'héritière de la propriété de Sycamore et bénéficiaire, vous pouvez poursuivre un recouvrement au civil. Et un rapport d'expertise aussi limpide, couplé aux preuves de fausses signatures,
c'est exactement le genre d'élément qu'un procureur de comté prend au sérieux lorsqu'il s'agit d'abus financiers sur une personne âgée. Elle est restée prudente, comme Paula, ne promettant jamais un résultat garanti. Elle a parlé de saisine, de la façon dont le bureau du procureur prendrait sa propre décision, du fonctionnement des restitutions, et de la différence entre ce que les documents prouvaient, et ce qu'un tribunal déciderait au bout du compte. J'ai apprécié cela. Après des semaines passées à écouter les mensonges assurés de ma famille, il y avait quelque chose de rassurant à avoir affaire à une professionnelle qui refusait de faire des promesses excessives. J'ai posé la seule question qui m'importait. Est-ce suffisant pour s'assurer que tout cela ne soit pas simplement étouffé? Grace a regardé la pile de documents de Walter posée entre nous. Ma chérie, a-t-elle dit, votre grand-père a passé 9 ans à s'assurer que ça ne pourrait pas être étouffé. Notre travail est juste de porter ça jusqu'à la ligne d'arrivée. J'ai signé les documents d'engagement, et nous avons enclenché cette lente machinerie, que mon père, malgré tout son bruit, ne pourrait jamais étouffer par ses cris. Les gens pensent que la vengeance est bruyante. Elle ne l'est pas. C'est une experte comptable judiciaire, une pile de relevés bancaires, et un calendrier de dates d'audience. Si vous voulez voir exactement comment la pièce qui Harry est devenue silencieuse, restez avec moi et cliquez sur s'abonner. Les personnes discrètes sont sur le point de gagner. Brenda m'a trouvé sur le parking du supermarché, quelques jours plus tard. Elle devait m'attendre. Elle a surgi d'entre les voitures, trop vite pour que ce soit une coïncidence, et la version sophistiquée d'elle-même avait disparu. Pas de voix enjouée, pas de petit cœur dans un texto. Ses mains tremblaient. « S'il te plaît », a-t-elle dit. « Ellie, s'il te plaît. Quoi que tu aies trouvé, je t'en prie. » Je suis resté près de mon chariot, et je l'ai laissé parler, car quelque chose dans son visage me disait que ce serait la seule chose sincère qu'elle me dirait depuis des années. C'est sorti par bribes. Elle était au courant pour l'argent. Pas les détails, pas le pire, mais assez. Au fil des ans, Curtis lui avait apporté des papiers à signer, et lui avait dit de ne pas les lire, ce qu'elle n'avait pas fait, car les lire aurait signifié savoir. Il se noyait, a-t-elle avoué. Le mode de vie que tout le monde enviait tenait par des dettes, et l'argent des autres. Et elle avait passé tellement de temps à prétendre que tout allait bien, qu'elle avait oublié qu'il existait une autre façon de vivre. J'ai des enfants, a-t-elle ajouté. Si ça se sait, qu'arrivera-t-il à mes enfants? L'espace d'un instant, je l'ai ressenti. Cette corde sensible qu'elle essayait de toucher. C'était un être humain, terrifié, debout sur un parking, me demandant de faire disparaître sa peur. Je ne doutais pas que sa panique fût réelle, mais j'ai aussi pensé à la signature falsifiée de Walter, tracée par une main de cette même famille, pendant qu'il était allongé dans un lit dont j'aidais à changer les draps. « Je suis désolé que tu aies été entraîné là-dedans », lui ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Je le suis sincèrement. Mais je ne vais pas enterrer cette affaire. Il ne l'a pas fait, et il avait plus de raison que quiconque de le faire. Elle s'est mise à pleurer. J'ai abandonné mon chariot, je l'ai raccompagné doucement vers sa voiture, et je suis rentré chez moi, les mains stables sur le volant. La compassion n'est pas synonyme de capitulation. Mon père a changé de tactique, quand sa campagne d'humiliation n'a pas réussi à me briser. Il est venu à mon appartement, seul cette fois-ci, et pour la première fois de ma vie d'adulte, il a essayé de parler comme un père. Il s'est assis à la table de ma cuisine, sur la chaise faisant face à mon mur de fiches, que je n'avais pas pris la peine de cacher, et il n'y a pas jeté un seul regard. « Ta mère aurait le cœur brisé », a-t-il commencé. Paix à son âme. De te voir déchirer cette famille pour les rancunes d'un vieil homme. Je l'ai laissé parler. Il a tout invoqué. Ma mère décédée. Les dîners du dimanche, que nous avions cessé de partager depuis des années. L'idée de la famille, brandie comme une dette que je n'aurais pas remboursée. Walter était amer à la fin. Il a dit qu'il t'avait empoisonné contre nous. Tu crois que ces papiers signifient quelque chose, mais tout ce que tu as, c'est le ressentiment d'un vieil homme malade. Puis, il a utilisé la phrase qu'il avait prononcée dans le bureau de l'avocat, celle qui avait tout déclenché, et il l'a dit plus doucement cette fois, presque avec gentillesse. Il t'a laissé un tas de ferrailles, ma puce. Ne laisse pas ça gâcher toute ta vie. Et c'était là, la même phrase, retournée comme un gant. Dans ce bureau, c'était une insulte lancée pour faire rire la galerie. Maintenant, c'était une supplication, parce que ce tas de ferrailles était devenu la chose la plus dangereuse de son monde.
J'ai regardé mon père, j'ai vu la peur sous la performance, et je me suis senti presque calme. Tu n'arrêtes pas d'appeler ça de la ferraille, lui ai-je dit. Mais tu as fait tout le trajet jusqu'ici, pour me dissuader de la garder. Les gens ne supplient pas pour un tas de ferraille. Sa mâchoire s'est contractée. Il s'est levé, a repoussé la chaise un peu trop violemment, et est parti sans dire un mot de plus. Je suis resté seul avec le dossier de mon grand-père, et j'ai compris que ces supplications signifiaient que j'avais déjà gagné, le seul argument qui comptait. Une semaine plus tard, l'invitation est arrivée, déguisée en réunion de famille. Mon père m'a appelé, d'un ton formel et raide, pour me dire que la famille voulait se réunir, et régler la succession comme des adultes. Il y aurait un avocat présent. Il a précisé, son avocat. Il voulait que je vienne au bureau depuis, le même bureau, à la même longue table, pour trouver un accord équitable concernant la maison de Sycamore. Je savais exactement ce qu'était cette réunion. C'était une nouvelle lecture du testament, mise en scène une seconde fois avec le même public, sauf que, cette fois, ils avaient l'intention de me coincer, pour me faire céder la maison avant que la lente machine judiciaire ne finisse de tourner. Ils voulaient que la propriété soit vendue et vidée, que l'atelier soit dépouillé, que les tiroirs soient envoyés à la décharge, que les preuves disparaissent, le tout présenté comme ma décision d'être enfin raisonnable. J'ai dit oui. Grace, mon avocate, a haussé un sourcil quand je le lui ai annoncé. Vous n'êtes pas obligé d'y assister, a-t-elle dit. Nous pouvons régler tout cela par le biais de dépôts légaux. Je le savais. Mais j'ai pensé à Walter, qui aurait pu faire tout cela discrètement par des dépôts légaux lui aussi, et qui s'était plutôt assuré que les preuves atterrissent dans la pièce exacte où les rires avaient éclaté. Il y a une différence entre la justice et le moment de rendre des comptes. La justice peut être rendue sur papier, dans un bureau, entre professionnels. Rendre des comptes, en revanche, nécessite des témoins. Les gens qui avaient ri devaient être dans la pièce, au moment où les rires s'arrêteraient. J'irai, ai-je répondu à Grace. Je les veux tous là. Je veux la même table. Elle m'a étudié pendant une seconde, puis a hoché la tête lentement, de la même façon que Henri l'avait fait, de la même façon que Paula l'avait fait. Très bien, a-t-elle conclu. Dans ce cas, nous y allons préparer. Vous ne dites pas grand-chose. Vous laissez les documents parler. J'ai failli sourire. Ça, ai-je répondu, c'est la seule chose que mon grand-père m'ait jamais apprise. La nuit précédant la réunion, j'ai étalé tous les éléments sur ma table une dernière fois, et j'en ai fait un dossier unique et ordonné, de la même manière que Walter avait monté son dossier dans ce tiroir de banque. Le rapport d'expertise au-dessus, avec les conclusions de Paula en langage clair. Ensuite, les registres parallèles, le mensonge officiel à côté de la vérité de Walter. Puis les chèques falsifiés, associés à sa vraie signature, pour que n'importe quel œil puisse comparer. Et enfin, la lettre, dans sa propre pochette, parce qu'il y a des choses que l'on garde pour la fin. J'ai confirmé par email que le bureau du procureur avait bien reçu et enregistré le dossier de signalement envoyé par Grace. Ce n'était pas la promesse de poursuite, mais un fait inscrit au dossier, qui ne pouvait être retiré. Henri a appelé pour dire qu'il serait là le matin, en costume, prêt à confirmer tout ce qu'il savait sur la façon dont Walter avait assemblé les preuves, et pourquoi. Je me suis assise avec le billet de 10 € usé, l'odeur de cèdre et d'huile de l'atelier imprégnant encore mon manteau, la tranche craquelée du registre vert sous la main. 3 petites choses qu'ils avaient crues sans valeur. Une maison en ruine, une poignée de monnaie au fond d'une poche, et un grand-père qu'ils avaient considéré comme un vieil homme fauché. Je n'étais plus en colère. La colère est bruyante, et finit par s'éteindre. Et j'aurais besoin d'être stable, et non bouillonnante, pour ce qui allait suivre. J'étais bien mieux qu'en colère. J'étais prête. J'ai pensé à tous ces dimanches où j'avais répondu présent, à tous les piluliers, aux rendez-vous de cardiologie, et aux conversations sur le porche. Et j'ai compris, à cet instant, que je n'avais pas du tout perdu mon temps avec un vieil homme fauché. J'avais gagné le seul héritage qui ait jamais compté, sa confiance, et sa leçon. Ceux qui sont méticuleux gagnent le procès. Le lendemain matin, je suis retourné dans la pièce qui s'était moquée de moi, avec la ferme intention de ne pas élever la voix une seule fois. C'était la même pièce, la même longue table, la même fenêtre près de laquelle Curtis aimait s'asseoir, et la même chaise que mon père avait prise en bout de table, comme un trône. Brenda était là, pâle, évitant mon regard. Les cousins étaient venus aussi, curieux, sentant que la scène allait être théâtrale.
L'avocat de mon père était un homme expéditif, tenant un dossier fin, tandis que Puis était assis à l'écart, mal à l'aise, comme un homme qui a réalisé trop tard dans quel camp il se trouvait. Je suis entré avec Grace et Henri, et j'ai pris la même place que lors de la lecture du testament, près de la porte. Mon père a souri en voyant cela, confondant cette attitude avec de la petitesse. Il a laissé son avocat ouvrir la séance. L'homme a fait glisser une feuille unique vers moi, un acte de renonciation aux droits de propriété déjà rédigé. La propriété de Sycamore serait cédée à une société holding. Un chèque d'un montant modeste était agrafé dans le coin. Nous pensons que c'est plus qu'équitable, a déclaré mon père d'un ton chaleureux, jouant la comédie pour les cousins. Ellie n'est pas du genre à gérer des biens immobiliers. Nous la débarrassons de ce casse-tête. Elle obtient un nouveau départ. Tout le monde y gagne. Il a écarté les mains. Laissons le bazar de grand-père derrière nous, et redevenons une famille. La salle attendait que je m'effondre, ou que je proteste. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas tendu la main vers l'acte. J'ai plongé la main dans mon sac, j'en ai sorti le dossier, et je l'ai posé sur la table, sans précipitation, en alignant les bords de la même façon que j'aligne un livre retourné, avant qu'il ne retourne sur l'étagère. Le sourire de mon père est resté figé, mais ses yeux sont descendus vers la pile, et j'ai observé la première lueur de doute traverser son visage. Curtis s'est figé près de la fenêtre. Grace a croisé les mains. J'ai regardé mon père, j'ai regardé l'acte posé entre nous, et j'ai enfin pris la parole, avec la voix la plus calme dont j'étais capable. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit, je pense que tout le monde devrait voir ce qu'il y a réellement dans ce tas de ferraille. J'ai ouvert le dossier, et j'ai étalé les documents un par un, racontant chacun d'eux avec le même ton posé que j'utilisais pour expliquer le fonctionnement du fax aux usagers confus. Ceci est le registre officiel du magasin, ai-je expliqué en faisant glisser la première page vers le centre. Et ceci est celui que mon grand-père tenait au même moment, de sa propre main, pendant 9 ans. Je les ai placés côte à côte. Ils ne correspondent pas. L'argent quittait l'entreprise par le biais de paiements surfacturés à des fournisseurs, et une partie revenait vers des comptes qui n'étaient pas ceux du magasin. Les initiales dans la marge sont CM et RM. Je n'ai pas levé les yeux vers mon oncle ou mon père, au moment de prononcer leurs initiales. J'ai laissé le papier le faire à ma place. Ensuite, j'ai posé le rapport d'expertise. Une experte comptable judiciaire agréée a examiné l'ensemble. Elle a chiffré la perte. Elle est substantielle, et elle est documentée. Brenda a poussé un petit cri. Mon père a commencé à parler, mais j'ai continué, de la même façon que l'on continue à lire quand on est interrompu. Et ceci, ai-je ajouté en plaçant les chèques falsifiés à côté de la signature authentique de Walter, ce sont des retraits sur les comptes personnels de mon grand-père, effectués au cours des 2 dernières années de sa vie. Signés de son nom par quelqu'un dont l'écriture n'était pas la sienne. Il pouvait à peine tenir un stylo à cette époque. Je changeais ses draps. Je sais exactement à quel point il était malade quand ces documents ont été signés. La pièce était devenue complètement silencieuse, le genre de silence qui pèse lourd. L'avocat de mon père lisait le rapport d'expertise à l'envers, et devenait livide. Curtis n'avait pas bougé, mais son visage se vidait de ses couleurs en temps réel. J'ai placé le dernier élément sur la table, la lettre, toujours dans sa pochette, et j'ai posé 2 doigts dessus. J'ai regardé mon père, lui qui avait ri dans cette même pièce, et qualifié mon héritage de tas de ferraille. Et j'ai prononcé la seule phrase que j'avais prévu de dire. Ce n'était pas de la ferraille. Ma voix n'est pas montée d'un ton. C'était le reçu pour tout ce que vous avez pris. Personne n'a ri cette fois-ci. Personne n'a fait le moindre bruit. Puis, mon père a explosé, exactement comme je savais qu'il le ferait. Il s'est reculé violemment de la table, et sa chaise a basculé. C'est des conneries, a-t-il hurlé. Les délires d'un vieillard sénile, et elle a inventé toute cette histoire. Il me pointait du doigt, le visage rouge, sa voix se brisant contre les murs. Son propre avocat a posé une main sur son bras, et a prononcé son nom d'un ton bas et sec. La façon dont on prononce un nom pour empêcher quelqu'un de s'incriminer lui-même, devant des témoins. Curtis, qui n'élevait jamais la voix, a finalement parlé, et son calme était pire que les hurlements. Où as-tu eu les relevés bancaires, a-t-il demandé doucement. Il ne niait pas, il posait la question. La question prudente d'un homme qui calcule à quel point il est déjà perdu. Grace a répondu à ma place, d'un ton fluide et imperturbable. Ils ont été légalement hérités,
et un dossier a déjà été transmis au bureau du procureur du comté. Il est enregistré. Je suggère à chacun de consulter son propre avocat, avant de dire quoi que ce soit de plus. Ce mot, procureur, est tombé dans la pièce comme un poids mort. Les cousins dévisageaient maintenant leur père. Le spectacle théâtral pour lequel ils étaient venus se transformait en quelque chose qu'ils n'auraient pas voulu voir. Brenda pleurait en silence. Et mon père si bruyant et si sûr de lui, qui s'était tenu dans ma bibliothèque pour me traiter de manipulatrice devant des enfants en bas âge, s'est rassis lentement, comme si ses jambes refusaient de le porter. La rougeur a quitté son visage, pour laisser place à quelque chose que je n'y avais jamais vu. La peur. Une peur animale et pure. Le regard d'un homme qui vient de comprendre que la chose dont il s'était moqué s'était discrètement assemblée pour causer sa perte, pendant 9 ans, et que la fille prudente qu'il avait méprisée était celle qui en tenait les rênes. Il n'a plus crié. Il en était incapable. Il est simplement resté à fixer le billet de 10 € usé, que j'avais posé sur la lettre, et il a commencé à s'effondrer devant tous ceux pour qui il avait fait son show. La pièce, qui avait explosé de rire, était plongée dans un silence absolu. J'ai rassemblé mes documents dans l'ordre, j'ai fait glisser le dossier original vers Grace, et j'ai laissé l'acte de renonciation intact sur la table, là où mon père l'avait repoussé. Je ne signerai pas ça, ai-je déclaré. La maison n'est pas à vendre, et l'atelier reste exactement où il est. Personne n'a essayé de m'arrêter. Les cousins n'osaient pas croiser mon regard. L'avocat de mon père murmurait déjà la nécessité de prendre des conseils juridiques séparés, et disait très peu de choses à voix haute. Curtis m'a regardé partir avec ce regard plat et évaluateur, le regard d'un homme qui est en train de réorganiser tout son avenir, et j'ai compris que cette immobilité en lui n'était pas de la force. C'était un homme en train de faire des calculs qu'il allait perdre. Je me suis levé, j'ai ramassé le billet usé en dernier, et je l'ai remis dans la poche de mon manteau, où il reposait depuis des semaines. Ensuite, j'ai marché vers la porte de la même pièce que j'avais quittée, le jour de la lecture du testament. La première fois, j'étais parti au son des rires, souriant pour qu'il ne voie rien de mes émotions. Cette fois-ci, je suis parti dans le silence, et le sourire, quand il est venu, n'était que pour moi-même. Lors de la lecture du testament, ils pensaient m'avoir vu perdre. En réalité, ils étaient en train de voir mon grand-père gagner, lentement, depuis une chaise qu'aucun d'eux ne pouvait voir, à travers la seule petite fille qui avait appris à compter avec soin. J'ai poussé la porte, et je suis sorti dans le couloir. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de mon père, devenue toute petite, posant à son avocat la même question, encore et encore. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je n'avais pas de réponse pour lui. Walter avait passé 9 ans à s'assurer que, le temps qu'il pose la question, il serait déjà trop tard. L'heure des comptes est arrivée, exactement comme Walter l'avait construite. Lentement, sur papier, et impossible à étouffer sous les cris. Le bureau du procureur du comté a ouvert une enquête. Cela n'a pas été rapide. Ces affaires ne le sont jamais. Mais Walter leur avait remis une enquête presque terminée, et cela leur a épargné les années de reconstitution, qui enterrent généralement les dossiers de fraude envers les personnes âgées avant même qu'ils n'atteignent un tribunal. Presque une année s'est écoulée en requête et en interrogatoire, avant que Curtis ne soit inculpé en vertu de la loi de l'Ohio, pour l'abus financier et les retraits falsifiés. Les détournements plus anciens étaient plus compliqués à prouver. Une partie d'entre eux dépassait les limites autorisées par la loi, mais les actes récents étaient limpides et graves, et cela a suffi. Mon père a dû faire face à ses propres accusations, ainsi qu'à une action au civil de la part de la succession, qui demandait restitution, et un tribunal passerait une longue période à déterminer le montant exact de ce qu'il devait. Mercer Hardware a été placé sous séquestre et finalement vendu, les bénéfices étant redirigés pour rembourser ce qui avait été volé. Brenda a coopéré très tôt, ce qui, m'a-t-on dit, l'a aidé. J'espérais, pour le bien de ses enfants, que c'était le cas. Je n'ai célébré aucune de ces victoires. Il n'y a pas de champagne à déboucher, lorsque le nom de votre famille devient une mise en garde dans le café du coin. Mais je n'ai pas détourné le regard non plus. J'ai gardé la maison de Sycamore. J'ai réparé le porche et les gouttières moi-même. Mal au début, puis un peu mieux. J'ai nettoyé l'atelier, et j'ai laissé le mur de tiroir numéroté, exactement tel qu'il l'avait construit. J'ai pris la part de l'argent récupéré qui revenait à la succession, et j'ai fait la chose que sa lettre espérait, sans jamais vraiment le demander. J'ai créé un fonds à ma bibliothèque en son nom, le Walter Mercer Fund,
pour enseigner la lecture et les bases de l'éducation financière, à toute personne en ville à qui l'on avait dit qu'elle n'était pas assez intelligente pour comprendre son propre argent. La première classe s'est remplie en une semaine. J'ai donné les cours moi-même, le dimanche après-midi, pendant les heures que je passais autrefois à conduire un vieil homme à ses rendez-vous médicaux. J'ai eu l'impression de tenir une promesse que je ne savais même pas avoir faite. Mon grand-père a passé toute sa vie à prouver que la chose qui a l'air la moins chère dans la pièce est souvent celle qui maintient tout l'édifice. Et que l'intégrité est le seul registre qui finit toujours par s'équilibrer, peu importe la force avec laquelle quelqu'un hurle que les chiffres disent le contraire. C'est mon histoire. Une maison délabrée, un billet de 10 €, et un grand-père qui m'a fait confiance, pour regarder de plus près quand personne d'autre ne le ferait. Si quelqu'un dans votre famille a déjà été sous-estimé pour être la personne discrète et prudente, envoyez-lui cette vidéo. Il comprendra. Et si vous pensez que la vérité tient de meilleurs registres que la voix la plus forte de la pièce, abonnez-vous, laissez un commentaire, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.